mon Dieu que je n'aimerais pas être un jeune Israélien progressiste aujourd'hui. En effet, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des problèmes, d'une des plaies d'Israël à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes ou ultra-rigoristes, qui sont un groupe extrémiste religieux qui a littéralement infiltré l'État israélien. À l'époque de Ben Gourion, qui était ministre dans les années 60, il a été décidé que les ultra-orthodoxes seraient exemptés de droits militaires de par leur rôle religieux. Ça s'est fait tout le temps dans toutes les sociétés. Au Moyen-Âge, c'était très rare d'envoyer les religieux au front, notamment c'était interdit par beaucoup de textes religieux, parce qu'ils avaient un rôle intellectuel et donc des privilèges avec ça. Rôle important dans la société, sauver l'âme de la société. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces ultra-orthodoxes ont littéralement essaimé partout pour plusieurs raisons. N'ayant pas l'obligation militaire, ils n'ont pas subi les différentes saignées des guerres de 67, 73, puis après tous les conflits de l'intifada. Ce qui fait que dans une famille, tu as toujours un jeune gaillard dans l'âge de faire des enfants qui se prend une balle et qui ne peut pas faire d'enfants. Deuxièmement, ils ont une démographie un peu particulière, vu que c'est des ultra-rigoristes, contraception, 9, avortement, 9, IVG, 9. Donc, grosse démographie. Là où Daniel, le sioniste de gauche, progressiste, aurait 1, 2 enfants, ultra-orthodoxe, on aura 4, 5, et donc sur des effets de bascule, ils sont plus nombreux, donc ils occupent plus d'institutions, et bon, le problème c'est pas qu'ils soient nombreux, le problème c'est leur programme. Ils sont profondément homophobes, profondément arabophobes. Ils sont pour ce qui est le sionisme le plus dur possible. Parce qu'il y a un sionisme de gauche qui intégrerait l'idée d'un État palestinien. Eux, ce sont un sionisme ultra dur. Rêve du grand Israël qui irait de Tel Aviv à Damas en passant par le croissant fertile. Donc voilà. Et surtout, ils sont là à l'heure actuelle à travailler avec Netanyahou. Netanyahou n'a plus aucune légitimité politique, de par toutes les affaires qu'il a au cul, de par le fait qu'il est au pouvoir depuis tellement d'années, qu'il a usé jusqu'à la moelle toutes les coalitions, parce que ce problème de la démocratie israélienne, c'est à peu près comme la démocratie italienne, c'est une démocratie de coalition. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement un morcelage politique qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un peu de pouvoir, tu es obligé de monter des coalitions qui sont toujours très fragiles, et bon, des fois c'est des coalitions avec le dénominateur le moins commun. Et donc il s'est associé à ces extrémistes religieux. Le problème c'est que ça donne la politique actuelle. Une politique rude, une politique dure. Ils ont aussi infiltré tous les courants de pensée intellectuels, ce qui amène à une droitisation de la société israélienne, ce qui amène à des positions butées et bornées, qui font que la solution à des États n'est pas possible parce que ce sont des colons, qu'une solution pacifique avec la création d'un grand État fédéral où il y aurait une partie palestinienne, une partie israélienne, un peu une sorte d'Autriche-Hongrie renouvelée, n'est pas possible. Et puis pour les jeunes, ça doit être difficile, quoi, parce que t'es jeune, t'as des idées progressistes, et puis maintenant, à cause de la démographie, l'ethno-démographie, tu te fais diriger par des rude boys, hein. Je les traiterai pas de facho, mais c'est de la droite très dure. Et c'est véritablement ça le cancer malheureusement d'Israël à l'heure actuelle. Et c'est vraiment dommage parce que après, ça retombe sur le juif du quotidien. Le juif du quotidien, c'est pas sa faute, hein. À un moment, si l'État palestinien est dirigé par des Nasbrock très rudes, c'est pas de sa faute. Malheureusement, c'est lui qui prend parce qu'on est dans une société avec des gens qui sont très cons et qui sont même pas capables de dialoguer ou d'avoir une position médiane, consensuelle. Nous sommes le 20 novembre 2023 au moment où je tourne cette vidéo. Je le dis parce qu'avec le décalage des sorties, tout ça, ça peut poser problème. Et donc, cette nuit, l'Argentine a élu son nouveau président, Javier Milei. Et je dois être honnête avec vous, si on analyse un petit peu,
ça va être difficile pour l'Argentine. En effet, c'est un candidat ultra-libéral. Vraiment, le libéralisme poussé à son extrême. Alors, il veut encore mettre encore plus d'ultralibéralisme dans l'économie de l'Argentine. L'Argentine est dans un état pas possible. État pas possible pour une raison, pas plusieurs raisons. Déjà, tous les pays d'Amérique, hors États-Unis, ont des soucis de par l'ingérence américaine dans les bisgots. Hein. Voilà. Et de deux, il y avait une économie qui fonctionnait à l'époque du péronisme, dans les années 50. Mais cette économie a été cassée, comme dans beaucoup de pays à la fin des années 70, par l'imposition des standards ultra-libéraux, par ce libéralisme désacerbé de l'école de Chicago, qui a été mis en place au Chili, en Argentine, au Royaume-Uni sous Thatcher, ou en France sous Giscard. Ce qui fait que ça a déséquilibré les structures économiques. De plus, est-ce que l'ultralibéralisme est la solution au problème actuel de l'Argentine? L'Argentine a quand même une grande industrie de la viande. Une agro-industrie. Est-ce que l'ultralibéralisme s'applique aux vaches et aux bœufs? Je ne pense pas. Est-ce que l'ultralibéralisme est une solution pour un pays comme tout pays d'Amérique latine qui se respecte, avec de la corruption et des inégalités sociales? Est-ce que rajouter encore plus de fric et encore plus débrider le système économique va le rendre plus juste et moins, avec moins de gabalegie, on va dire? Je me pose énormément de questions. Après, il faut toujours nuancer les propos. Javier Milei n'a pas beaucoup de députés, que ce soit à l'Assemblée nationale locale ou au Sénat local. Dans tous les cas, il est entre un sixième et un quart. Il va falloir qu'il se dépatouille avec la droite, parce que lui il est d'extrême droite. C'est là où tu te dis que le qualificatif d'extrême droite n'est pas foncièrement le mieux à même. Le mec il est d'extrême droite, mais il veut remettre plus de dollars dans l'économie, monnaie étrangère. Je sais pas, moi on m'a toujours dit que les extrêmes droites c'était des connards de patriotes. Je sais pas, je comprends plus rien moi, hein. À un moment je ne comprends plus les mecs. Hein. Avec vos typologies à la con qui sont plus opérantes. Il a pas beaucoup d'expérience en politique, et on l'a bien vu sur Emmanuel Macron, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en politique, c'est pas foncièrement la meilleure solution. Donc foncièrement, il va falloir qu'il compose, et bon, ça va pas être fameux, hein, on va être honnête. Hein. Ouais, sur certains textes, il va pouvoir s'associer avec la droite, mais bon, va pouvoir passer toute sa politique comme il veut. Il est là, il est dans la campagne, il fait des promesses, il fait son show. Maintenant, il faut voir un petit peu à l'action, à la réalité du terrain. Mais c'est vrai que la situation en Amérique latine est une situation particulière. Hein. Dès qu'il y a eu une économie qui a un petit peu relevé la tête, il y a toujours eu un coup d'état ou une couille. Hein. On l'a bien vu au Venezuela, qui a littéralement été plombé. Ouais, le Brésil, ils se sont plombés eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas capables de tenir, pas capables de pas voler dans la caisse, mais voilà. Donc voilà, c'est peu d'expectatives, mettre de l'ultralibéralisme dans une économie qui est déjà inégalitaire et corrompue. Est-ce que faire encore plus circuler la thune, est-ce qu'encore plus déréguler les choses va aboutir à régler les problèmes qu'il y avait déjà à l'époque quand il y avait plus de régulation? Est-ce qu'il aura les coups des franges? Est-ce que vouloir s'appuyer sur le dollar est une bonne solution dans un contexte de déclin de cette monnaie monde? Est-ce que ça va pas un peu lui péter à la gueule? Voilà à peu près les grandes questions qui peuvent se poser sur l'élection du nouveau président argentin. Pour revenir à notre Béhanzin et à son conflit. Le conflit prend fin le 15 janvier 1894, lorsque le roi Béhanzin signe sa reddition, après des cérémonies rituelles et un fameux discours d'adieu. Il se rend au capitaine privé qui le conduit au général Dodds à Goho. Le traité du 29 janvier 1894 marque la fin du conflit. Son article 6 interdit la traite des esclaves au Dahomey ainsi que les sacrifices humains. Déchu et se soumet de son plein gré à condition de pouvoir se rendre en France pour rencontrer le président Sadi Carnot qu'il considère comme le roi des Français afin de trouver un accord concernant son pays. Il est capturé et aucune rencontre avec le président n'est organisée. Il ne faut pas oublier que beaucoup de chefs d'État africains
à l'époque de la colonisation, pensaient que soit par un conflit militaire ils pourraient s'en sortir, c'est l'option qu'ont pris les Ashanti, le Dahomey ou même l'Éthiopie avec les Italiens. Mais il pensait aussi à la diplomatie, parce qu'il ne faut pas oublier que les chefs d'État africains, dont Béhanzin est un magnifique exemple, restent des personnes assez intelligentes, parce que l'État africain évolue. Il évolue dans le sens où on a une plus grande centralisation des pouvoirs, et donc ils sont plus dans un élément de gestion de leur territoire. Conduit du poste de Gao à Cotonou, le roi Béhanzin connaît l'exil politique et ne reviendra pas au Dahomey. Sa résistance, son astuce, le dégoût qu'il suscite par ses pratiques de l'esclavage et des sacrifices humains, les mystères entourant ses pouvoirs magiques, l'exotisme du Dahomey auront donné une abondante matière aux gazettes et aux journaux français de 1890 à 1894. En effet, il ne faut pas oublier que là on rentre dans l'idéologie coloniale. Il pratiquait l'esclavage. Certes, c'était plus la traite négrière, c'était un esclavage, comment dire, à domicile, on va dire. C'était plus des esclaves domicile, un petit peu comme on avait à l'époque de la Grèce ou de la Rome, où l'esclave, bon, il t'aidait à faire tes champs. Il faisait des sacrifices humains, et donc tout ça, bah, vu d'un Européen, c'est horrible. Ils font de l'esclavage, ils font des sacrifices humains, c'est horrible. Mais d'une vision africaine, ce n'est pas horrible. C'est simplement un décalage de culture. Mais les partisans de la colonisation vont se servir de ce décalage culturel pour dire, vous avez vu un peu leur culture, c'est pas grave si on les allume, on va les fumer, c'est pas grave. Et donc ça alimente les journaux pro-colonialistes qui vont se servir de ça pour faire avancer les pions sur l'échiquier. Le 30 mars 1894, Béhanzin est déporté par les autorités coloniales dans l'île de la Martinique, avec sa famille et sa suite. Il réside au fort de Tartançon, puis dans une résidence surveillée sous les hauteurs de Fort-de-France. Malade et affaibli, il quitte la Martinique en 1906, après d'incessantes demandes pour rejoindre sa terre natale. Toutes refusées puisqu'il est déplacé en Algérie alors française. Le gouvernement français ne voudra jamais que l'ex-roi puisse regagner son pays, où son souvenir paraît sans doute trop présent. Après avoir résidé sous surveillance dans la ville de Blida, sa santé se dégrade. Il est transporté à Alger, où il décède d'une maladie pulmonaire le 10 décembre de l'année 1906. Sa dépouille retrouve le sol ancestral en 1928 à la suite des démarches de son fils, Wanilo, où il est solennellement inhumé à Djimé le 9 mars 1928, c'est-à-dire 22 ans après sa mort. On rapproche souvent Béhanzin à Vercingétorix en raison de la bravoure dont tous les deux ont su faire preuve lorsqu'ils résistaient à l'envahisseur.